De l'un côté, il y avait Arminius, le chef germanique qui avait infligé une défaite humiliante aux Romains lors de la bataille de la forêt de Teutobourg. De l'autre côté, il y avait Germanicus, le général le plus puissant de Rome à l'époque, déterminé à venger la mort de ses soldats. La tension était palpable alors que ces deux leaders se préparaient pour un affrontement décisif. Qui sortirait victorieux de cette bataille épique? C'est ce que nous explorerons dans la vidéo d'aujourd'hui. Il s'était écoulé environ 5 ans depuis le désastre de Teutobourg. Jusqu'en 14 après Jésus-Christ, les Romains n'avaient toujours pas remporté de grandes victoires contre les Germains. En conséquence, plusieurs tribus commencèrent à voir l'avantage de s'allier à Arminius contre la domination romaine. Parmi ces alliés se trouvaient de nombreux Chérusques, dirigés par l'oncle d'Arminius, Ingiomé, qui initialement n'avait pas soutenu l'attaque mais s'était maintenant rallié à la cause. Ce soutien croissant renforçait considérablement Arminius. D'autre part, Ceste, chef des Chérusques et aussi beau-père d'Arminius, resta loyal à Rome. Cette loyauté finit par miner son autorité et sa popularité au sein de la tribu. En représailles, Arminius ordonna à ses alliés d'arrêter Ceste. Cependant, Ceste parvint d'une manière ou d'une autre à envoyer son fils, Ségimain, demander de l'aide au général Germanicus. Avec l'aide de Ségimain, Germanicus réussit à libérer Ceste et à capturer certains alliés d'Arminius, y compris sa propre épouse, Thusnelda, qui était enceinte à l'époque. Imaginez la tension du moment où Thusnelda, l'épouse d'Arminius et la fille de Ceste, se retrouva face à face avec son père, désormais libre et du côté ennemi. Malgré les ressentiments passés, Germanicus vit une opportunité dans la désertion du fils de Ceste et de quelques autres guerriers germains qui avaient abandonné Arminius. Cela indiquait que ce fils de Ceste n'avait pas seulement combattu Rome, mais avait également déshonoré le général Publius Varus. Malgré cette historique de rébellion, l'empereur Tibère décida de pardonner à tous les impliqués. Les exilés reçurent non seulement un lieu pour vivre dans l'Empire, mais aussi une pension à vie. Cette stratégie garantissait non seulement la loyauté de ses nouveaux alliés, mais affaiblissait également la position d'Arminius en sapant son soutien interne. Apprenant que son propre beau-père avait permis que sa fille enceinte soit capturée, Arminius fut furieux. Selon Tacite, Arminius déclara que les Romains étaient des lâches et n'avaient pas le courage de l'affronter directement, c'est pourquoi il s'en était pris à sa femme. Faisant référence à Germanicus, Arminius dit « Nous avons vaincu Auguste et son héritier Tibère, pourquoi devrions-nous nous cacher devant un adolescent inexpérimenté et son armée mutinée ?» Arminius faisait référence à la rébellion qui avait eu lieu parmi les soldats de Germanicus après la mort d'Auguste. Maintenant, ayant capturé quelques alliés d'Arminius, Germanicus décida d'intensifier sa poursuite. Pendant qu'il avançait, Arminius profita du terrain difficile et boueux pour attaquer une fois de plus les Romains dans une forêt marécageuse, remportant une petite victoire. Après cela, son oncle Ingiomro suggéra une attaque contre les Romains en terrain découvert, mais cette attaque ne fut pas couronnée de succès, principalement en raison de l'expérience supérieure de l'armée romaine dans les batailles en champ ouvert. Au cours des 2 années suivantes, les Romains, dirigés par Germanicus, poursuivirent leurs attaques contre plusieurs tribus germaniques qui s'étaient alliées à Arminius. Lors de ces confrontations, ils réussirent à récupérer un des étendards qui avait été perdu. Néanmoins, ils ne parvinrent pas à affronter directement Arminius et ses soldats pendant cette période. L'image que les Romains cultivaient était étroitement liée à leur capacité d'éviter toute défaite, même mineure. Ainsi, chaque fois qu'ils menaient une expédition, c'était comme s'ils participaient à un jeu mental. Dans ce jeu, il n'était pas nécessaire de vaincre complètement une tribu, mais plutôt de transmettre l'idée que les Romains étaient invincibles. En se retirant stratégiquement, cela démontrait non seulement leur force militaire, mais envoyait aussi un message clair. Les Romains étaient puissants et déterminés. À chaque expédition, Germanicus faisait face au défi d'équilibrer force et agilité. C'est pourquoi il cherchait à semer la destruction et la terreur sur une vaste étendue, montrant la puissance militaire romaine. La retraite sans subir de pertes importantes faisait partie intégrante de cette stratégie, dans le but de semer la peur parmi les tribus et de les convaincre que résister était inutile. Bien qu'il n'ait pas remporté de victoire décisive après Teutobourg, le simple fait d'éviter des défaites significatives élevait déjà le prestige d'Arminius. Pendant les mois d'hiver, Germanicus se consacra à préparer la bataille, unissant toutes les 8 légions en une seule force. Malgré les défis, les provinces orientales de l'Empire envoyèrent du grain, des montures et des animaux de bâtiment pour renforcer l'armée. Le choix stratégique de transporter l'armée par voie maritime, naviguant le long de la côte de la mer du Nord et accostant à l'intérieur du territoire ennemi, nécessita la construction de près de 1000 navires. En outre, la campagne diplomatique pour attirer les chefs germaniques du côté romain se poursuivit, ce qui conduisit à la désertion de quelques personnages importants, comme Cimbrique, frère de Ceste. En plus des préparatifs pratiques, Germanicus profita également de ces mois pour accorder une attention particulière à la santé et au moral de ses hommes. Germanicus visita les hôpitaux des quartiers divers, conversa avec les soldats et loua leurs actes de courage,
renforçant le moral dont ils auraient besoin plus tard. C'est alors qu'au printemps de l'an 16 après Jésus-Christ, Germanicus était prêt à poursuivre sa poursuite et à mettre fin une fois pour toutes à Arminius. Il se joignit à l'escadre sur le territoire des Bataves, une tribu alliée, et ainsi l'armée romaine commença les préparatifs pour sa campagne, envoyant une petite colonne attaquer les chats. Germanicus reçut des nouvelles d'une attaque contre le fort romain près du site où avait eu lieu le désastre de Varus. C'était le prélude à la confrontation directe qui suivrait. Avant cela, les tombes que Germanicus avait fait construire pour les soldats à Teutobourg furent détruites par les ennemis autochtones, ce qui augmenta bien sûr les tensions. À un moment donné, Arminius apprit que l'armée romaine était rassemblée sur le fleuve Visurgie et parmi les soldats romains se trouvait quelqu'un de très spécial pour lui, son frère. Cependant, le frère d'Arminius, Flavius, n'était pas captif. Il était un soldat auxiliaire de l'armée romaine. Lorsqu'Arminius et son père vainquirent les légions à Teutobourg en 9 AP. Jésus-Christ, Flavius n'était pas avec eux car il était en Illyrie, servant comme auxiliaire de l'armée romaine pendant une révolte, où il perdit un de ses yeux. Lorsqu'Arminius apprit que Flavius se trouvait avec d'autres soldats sur le fleuve Visurgie, il tenta de trouver un moyen de se réunir avec son frère. Les deux hommes réussirent à se rencontrer et à discuter sur la rive du fleuve, mais ils ne parvinrent pas à un accord. Flavius demanda à Arminius de se rendre, promettant que les Romains lui feraient grâce. Arminius, en revanche, supplia Flavius de soutenir son peuple et ses origines. Alors, les deux commencèrent à discuter et Flavius faillit partir pour combattre aux côtés d'Arminius. C'est à ce moment qu'Arminius comprit que son frère avait décidé de rester loyal à Rome. Pourtant, il pensa, pourquoi ne pas essayer de convaincre d'autres soldats romains de quitter l'armée et de venir de mon côté? C'est pourquoi Arminius décida d'envoyer des émissaires au camp romain pour essayer de convaincre les soldats de déserter, offrant beaucoup d'argent, de terres et d'épouses. Pour miner encore plus le moral romain, Arminius fit l'offre de désertion en latin, indiquant clairement que certains anciens soldats romains combattaient déjà à ses côtés. Pendant que ses émissaires faisaient cette proposition, Arminius décida de se retirer vers une position stratégique dans une forêt sacrée. Des rumeurs commencèrent à circuler parmi les soldats qu'une attaque nocturne contre le camp romain était imminente, ce qui créa une certaine tension. Germanicus prit des précautions et décida de maintenir les légions en état d'alerte. En tant que général expérimenté, Germanicus savait que ses soldats devaient être anxieux et effrayés. C'est pourquoi, pour évaluer le moral de ses troupes, il décida de se déguiser avec une capuche en peau d'animal et commença à parcourir silencieusement les tentes la nuit, écoutant les conversations des soldats. En traversant le camp pour comprendre comment les soldats se sentaient, Germanicus fut très surpris par la foi et la préoccupation que les soldats avaient pour lui en tant que général. Le matin suivant, il se dirigea vers son armée, partageant une stratégie astucieuse. Observant les caractéristiques vulnérables des Germains, Germanicus souligna l'efficacité du pilum, des glaives et des cuirasses romaines. Le commandant incita les légionnaires à attaquer rapidement et fermement, soulignant la vulnérabilité des Germains qui manquaient d'armure et de boucliers robustes. La différence tactique entre les deux armées était claire, et Germanicus cherchait à exploiter cet avantage. Pendant ce temps, Arminius élabora une stratégie pour affronter les Romains sur les collines d'Idistaviso, une fois de plus en profitant du terrain incliné et des bois derrière eux. Avec des auxiliaires gaulois et germains en avant-garde, suivis de 4 légions commandées par Germanicus, la bataille était sur le point de commencer. De plus, 2 cohortes de la garde prétorienne et une sélection stratégique de la cavalerie étaient présentes, positionnant l'armée romaine pour affronter les rebelles germains. Malgré les désavantages du terrain, les Romains étaient des experts en tactique de combat et réussirent à repousser les Germains, mettant même Arminius dans une situation dangereuse, presque capturé. Au début de la bataille, certains Kérusques désobéirent aux ordres d'Arminius, avançant précipitamment et étant rapidement repoussés par la cavalerie romaine. L'infanterie romaine, sous le commandement de Germanicus, avança avec détermination, affrontant et repoussant les Germains. Arminius, désireux de changer le cours de la bataille, lança une attaque contre les archers romains, mais rencontra une résistance de l'infanterie lourde auxiliaire. C'est alors qu'il décida, blessé et conscient de la défaite imminente, de s'échapper en couvrant son visage de son propre sang pour cacher son identité. Des rumeurs prétendent que des auxiliaires germains, probablement de la tribu des Chérusques, facilitèrent sa fuite. Pendant ce temps, l'armée germanique, confuse et sous une intense attaque romaine, subit des pertes significatives. Bien que Tacite ne fournisse pas de chiffres spécifiques, les pertes romaines furent très faibles. Tous les soldats de Germanicus célébrèrent la victoire. Cependant, malgré cette défaite initiale, les Germains étaient loin d'abandonner. Ils prirent à nouveau position et choisirent un terrain stratégique entre un marécage traître et des forêts près d'une rivière, où ils construisirent une palissade similaire à celle utilisée dans l'embuscade dirigée par Varus. L'infanterie germanique se cacha près du retranchement, tandis que la cavalerie se positionna dans les zones boisées un peu plus en arrière, prête à attaquer l'arrière-garde romaine. D'un côté,
il y avait Arminius, le leader germanique qui avait infligé une défaite humiliante aux Romains lors de la bataille de la forêt de Teutoburg. De l'autre côté, il y avait Germanicus, le général le plus puissant de Rome à l'époque, déterminé à venger la mort de ses soldats. La tension était palpable alors que ces deux leaders se préparaient pour un affrontement décisif. Qui sortirait victorieux de cette bataille épique? C'est ce que nous explorerons dans la vidéo d'aujourd'hui. Il s'était écoulé environ 5 ans depuis le désastre de Teutoburg. Jusqu'en 14 après Jésus-Christ, les Romains n'avaient toujours pas remporté de grandes victoires contre les Germains. En conséquence, plusieurs tribus avaient commencé à voir l'avantage de s'allier à Arminius contre la domination romaine. Parmi ces alliés se trouvaient de nombreux Chérusques, dirigés par l'oncle d'Arminius, Ingiomère, qui n'avait pas initialement soutenu l'attaque, mais s'était maintenant joint à la cause. Ce soutien croissant renforçait considérablement Arminius. En revanche, Ceste, un chef des Chérusques et aussi le beau-père d'Arminius, était resté loyal à Rome. Cette loyauté finit par miner son autorité et sa popularité au sein de la tribu. En représailles, Arminius ordonna à ses alliés de capturer Ceste. Cependant, Ceste parvint d'une manière ou d'une autre à envoyer son fils, Ségimain, demander de l'aide au général Germanicus. Avec l'aide de Ségimain, Germanicus parvint à libérer Ceste et à capturer quelques alliés d'Arminius, y compris sa propre femme, Thusnelda, qui était enceinte à l'époque. Imaginez la tension du moment où Thusnelda, la femme d'Arminius et fille de Ceste, se retrouva face à face avec son père, désormais libre et du côté ennemi. Malgré les ressentiments passés, Germanicus vit une opportunité dans la désertion du fils de Ceste et de quelques autres guerriers germains qui avaient abandonné Arminius. Cela indiquait que ce fils de Ceste n'avait pas seulement combattu contre Rome, mais avait également déshonoré le général Publius Varus. Malgré ce passif de rébellion, l'empereur actuel, Tibère, décida de pardonner à tous les impliqués. Les exilés reçurent non seulement un endroit où vivre dans l'Empire, mais aussi une pension à vie. Cette stratégie garantissait non seulement la loyauté de ses nouveaux alliés, mais affaiblissait également la position d'Arminius en sapant son soutien interne. Apprenant que son beau-père lui-même avait permis l'arrestation de sa femme enceinte, Arminius fut furieux. Selon Tacite, Arminius déclara que les Romains étaient des lâches et n'avaient pas eu le courage de l'affronter directement, c'est pourquoi il s'en prenait à sa femme. Faisant référence à Germanicus, Arminius déclara « Nous avons vaincu Auguste et son héritier Tibère, pourquoi devrions-nous nous cacher devant un adolescent sans expérience et son armée mutinée ?» Arminius faisait référence à la rébellion qui avait eu lieu parmi les soldats de Germanicus après la mort d'Auguste. Maintenant que Germanicus avait capturé certains alliés d'Arminius, il décida d'intensifier sa poursuite. Alors qu'il avançait, Arminius tira parti du terrain difficile et boueux, attaquant une fois de plus les Romains dans une forêt marécageuse, remportant une petite victoire. Après cela, son oncle Ingiomère suggéra d'attaquer les Romains sur un terrain découvert, mais cette attaque ne fut pas couronnée de succès, principalement en raison de l'expérience supérieure de l'armée romaine dans les batailles rangées. Au cours des 2 années suivantes, les Romains, sous la direction de Germanicus, poursuivirent leurs attaques contre plusieurs tribus germains qui s'étaient alliés à Arminius. Au cours de ces confrontations, ils parvinrent à récupérer l'un des étendards perdus. Néanmoins, pendant cette période, ils ne purent pas affronter directement Arminius et ses soldats. L'image que les Romains cultivaient était fortement liée à leur capacité d'éviter toute défaite, même mineure. Ainsi, chaque fois qu'ils menaient une expédition, c'était comme s'ils participaient à un jeu mental. Dans ce jeu, il n'était pas nécessaire de vaincre complètement une tribu, mais simplement de transmettre l'idée que les Romains étaient invincibles. Lorsqu'ils se retiraient stratégiquement, cela montrait non seulement leur force militaire, mais envoyait aussi un message clair. Les Romains étaient puissants et déterminés. À chaque expédition, Germanicus devait relever le défi de trouver un équilibre entre la force et l'agilité. C'est pourquoi il cherchait à semer la destruction et à répandre la terreur sur une vaste étendue, montrant le pouvoir militaire romain. La retraite sans subir de lourdes pertes faisait partie intégrante de cette stratégie, dans le but de semer la peur parmi les tribus, les convainquant de la futilité de résister. Malgré n'avoir pas remporté de victoire décisive après Teutoburg, le simple fait d'éviter des défaites significatives augmentait le prestige d'Arminius. Pendant les mois d'hiver, Germanicus se consacra à préparer la bataille, unissant toutes les 8 légions en une seule force. Les provinces orientales de l'Empire, malgré les défis, envoyèrent des céréales, des montures et des animaux de bâtiment pour renforcer l'armée. Le choix stratégique de transporter l'armée par voie maritime, naviguant le long de la côte de la mer du Nord et accostant à l'intérieur du territoire ennemi, nécessita la construction de près de 1000 bateaux. En outre, la campagne diplomatique pour attirer les chefs germains du côté romain se poursuivit, ce qui aboutit à quelques déserteurs importants, comme Cimbrique, le frère de Ceste. En plus des préparatifs pratiques, Germanicus consacra également ces mois à accorder une attention particulière à la santé et au moral de ses hommes. Il visita les hôpitaux des quartiers divers, discuta avec les soldats et salua leur courage,
renforçant ainsi le moral dont ils auraient besoin plus tard. C'est alors qu'au printemps de l'an 16 après Jésus-Christ, Germanicus était prêt à poursuivre sa poursuite et à en finir une fois pour toutes avec Arminius. Il se joignit à l'escadre sur le territoire des Bataves, une tribu alliée, et l'armée romaine commença à préparer sa campagne, en envoyant une petite colonne pour attaquer les chats. De retour, Arminius fut célébré par un triomphe pour ses victoires. Vêtu de vêtements cérémoniels, il fut accueilli par 2 cohortes de la prestigieuse garde prétorienne. Cependant, l'admiration pour le général était si grande que toutes les 9 cohortes voulaient participer à ce moment historique, une démonstration claire de respect envers le leader qui avait vengé Rome. Toute cette célébration se déroula sous les yeux du jeune fils d'Arminius, né en captivité et qui assistait maintenant à la reconnaissance de son père. Malgré avoir repoussé la menace de l'occupation romaine, Arminius dut bientôt faire face à de nouveaux défis internes. Les luttes tribales ressurgirent en Germanie, et son propre oncle et plus grand allié, un Guillaume Rue, tenta de lui usurper le commandement. La tranquillité d'Arminius fut de courte durée. Seulement 3 ans après le retrait des troupes romaines de Germanie, en 19 AP, Jésus-Christ, Arminius fut assassiné par ses propres parents à l'âge de 37 ans. Ironiquement, ce furent les mêmes personnes qui l'avaient placé comme leader suprême de toute la Germanie. La lutte intense pour le pouvoir fut si dévastatrice que, des années plus tard, les Chérusques, sans option, durent demander l'intervention de Rome, demandant l'envoi d'un roi pour gouverner la tribu. Et devinez qui Rome envoya? Vous vous souvenez de Flavu, le frère d'Arminius? Son fils, nommé Italicus, fut envoyé par l'empereur Claude pour être le nouveau roi des Chérusques. De cette manière, Rome n'eut qu'à observer et attendre que les Germains aient à nouveau besoin de leur aide. Si vous avez aimé en apprendre davantage sur cette fascinante histoire de la vengeance romaine en Germanie, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne.